raconte. Christophe Ondelatte. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui pourrait être la vôtre, qui pourrait être la mienne aussi, car au fond, c'est une histoire tristement ordinaire. Une descente jusqu'aux enfers de l'alcoolisme. Ce sera l'histoire d'un homme qui est là, assis en face de moi, qui s'appelle Lionel Barra de Barjol, dans le Var. Bonjour, monsieur Barra. Bonjour, monsieur Ondelatte. Cette histoire, vous l'avez racontée dans un livre, Tournée d'enfer, écrit avec Vincent Di Serio, et sorti il y a quelques mois aux éditions Au Pays Rêvé. C'est donc l'histoire de votre addiction à l'alcool, qui commence avec votre première gorgée de bière, à l'âge de 13 ans, et qui s'achève avec votre sevrage, à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, si j'ai bien calculé, vous devez avoir 47, 48 ? 48, depuis 2 jours. Depuis 2 jours, depuis vous n'avez pas bu une goutte ? Non. Pas une seule ? Pas une seule. Voici cette histoire que j'ai trouvée vraiment touchante parce que vous dites les choses avec beaucoup d'honnêteté et de franchise. Merci. Je l'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Alors voyons, c'était quand déjà la première fois ? La première fois que Lionel a bu de l'alcool, c'était à quel âge ? Eh bien à 13 ans. Oui, à 13 ans, l'été 83, à Barjol, dans le Var. Un soir, pour faire le mariole, il pique des canettes de bière dans le frigo familial et il va rejoindre les autres sur la place. Et pshht, il décanille une canette. Ah, la première gorgée de bière. Et tout de suite, je sais pas, un bien-être. C'est bon, c'est juste bon. Et puis je suis grand maintenant, je bois de la bière. À part ça n'a pas été une beuverie. Ce soir-là, Lionel n'a pas pris de cuite. Pensez-vous, 4 canettes à 5-6 gosses. Mais c'était le premier contact. Et il a été agréable. Les cuites, ça vient après. Maintenant, Lionel a 15 ans. On est en 1985. Les premières booms, les Rita Mitsuko, The Cure, Indochine, vous voyez, les spots rouges qui balayent le sol et le plafond. Une boom, quoi. Et bien sûr, on s'est débrouillé pour ramener des binous. Et notre Lionel découvre que picoler, eh bien ça le désinhibe. Quelques bières dans le cornet et il tchatche avec tout le monde. Ça fait marrer les filles. Et les filles, quand elles se marrent, eh ben c'est presque gagné. Bref, 1, ça lui plaît, 2, ça l'aide. C'était comme si jamais on avait passé une cape, si jamais on avait, ça y est, obtenu notre passeport vers l'âge adulte. Et c'est un genre d'intégration qui va se faire. Il y a aussi braver l'interdit, puisque on est dans quelque chose de sortir un peu de l'enfance de ça. Et après, au niveau du statut, c'est aussi vis-à-vis de la gente féminine ou des gens que je veux séduire, un truc très particulier qui va me donner un peu un genre de forme de courage, un genre de tout un tas de trucs. Au début, Lionel ne boit que pour faire la fête. Et puis avec ses potes Eric et Olivier, ils prennent une sale habitude. Au collège, après la cantine à midi, ils se prennent un petit pastis, une pitchounette, 3 fois rien pour se donner du baume au cœur. Sauf qu'il a 15 ans et qu'il est en 3e, Lionel. Il n'y a pas que ça. Il est supporter de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Ils sont toute une bande à aller au match ensemble, souvent plus vieux que lui. Ils se retrouvent au bistrot près du Vélodrome. Et là, ça envoie. Oh, qu'est-ce que tu prends, petit ? Un Ricard, un grand format, s'il vous plaît. Ah, le Ricard était synonyme d'identité et il fallait surtout pas me donner du Casa ou du 51 parce que pour moi j'avais opté que c'était le Ricard. Et attention, le contenant était aussi important, c'est-à-dire le verre qui était Ricard grand verre ne devait pas m'être servi dans un ballon ou dans un momie parce que il y avait quelque chose qui était bafoué. Donc mon identité sudiste et tout ce que je voulais prôner comme valeur était aussi lié à cette étiquette quelque part. À 17 ans, Lionel choisit de devenir boucher, comme ses parents. En alternance apprenti. Et donc, il gagne un peu d'argent. Pas des sommes astronomiques, mais pas mal pour un ado qui vit encore chez ses parents. Il a de l'argent, donc il sort. À 17 ans, normalement, il n'a pas le droit d'aller en boîte. Mais d'abord, il fait plus vieux. Et puis, les videurs, ils sont cool, les videurs. Ils sont très cool. Et les barmen aussi. Et comme il a des sous, il enquille les Malibu ananas les uns derrière les autres. Jusque-là,
Reconnaissez que ça ressemble à l'histoire de beaucoup de jeunes. À la vôtre, peut-être. À la mienne, c'est sûr. À part peut-être les pastis à midi au collège. Ça n'est pas très courant. Mais quand Lionel a 18 ans, il faut être lucide. Il boit le midi, tous les midis. Il boit pour faire la fête. Il boit pour se préparer à faire la fête. Il boit pour fêter une victoire de l'OM et pour se consoler d'une défaite de l'OM. Bref, il boit tout le temps. Sa vie est devenue une litanie de Ricard. Oh, c'est pas grave, il est jeune, ça va lui passer, il faut que jeunesse se passe, non? Alors, attendez la suite. Il est amoureux. Il vient de s'installer avec Stella, une jolie brune, dans un HLM de Barjol. Lionel a 18 ans. Et parmi les nombreux avantages de la situation, il y a un voisin formidable dont il vient de faire la connaissance. Paul, un grand, très maigre, avec des cheveux longs bouclés. Ah, celui-là, il l'a repéré dès le premier jour. Un rigolo, un bon vivant comme il les aime. Et à part ça, un ivrogne. Au début, il se faisait des soirées à 4 avec sa femme à lui et avec Stella. Et puis c'est devenu des soirées à 2. La belle équipe, Lionel et Paul, en tête-à-tête, la boutanche au milieu. D'abord de temps en temps, et puis tous les soirs. Ça a été déterminant dans le système où il y a eu des moments où peut-être où moi j'aurais voulu lâcher l'affaire ou en tous les cas être omniprésent ou construire quelque chose d'autre avec mon épouse et que cette relation étant extrêmement proche aussi de moi, vu qu'on était voisins d'une cloison et c'est tout, ben en fait, même fatigué, toutes les soirées se transformaient en beuverie, que ce soit en semaine comme en week-end. Désormais, il n'y a plus un seul jour sans alcool. Du vin, de la bière, du pastis. Dans son livre, Lionel écrit: comme le café le matin, le dessert après le repas, la tisane avant d'aller se coucher, j'adorais ce mode de vie. Et puis il y a un moment, en 1994, Lionel a 24 ans, où il faut bien quitter l'ami Paul pour aller faire son service. Attention danger, car chacun sait que le service militaire est l'occasion de beuveries mémorables. Le voilà donc à Draguignan, pas emballé, autant vous le dire. Alors le soir, Lionel passe une petite tête au foyer. « Salut les gars !»« Oh, tu me mets une mousse s'il te plaît ?» Mais le problème, c'est quand il part en manœuvre. En manœuvre, il n'y a pas d'alcool. Et là, le soir, il se retrouve sous la tente à suer à grosses gouttes. On dirait qu'il a de la fièvre. Il tremble, il est en manque. Comme un drogué. Dépendant. Autrement dit, alcoolique. Il ne va mieux que quand il rentre à la caserne et qu'il va faire un petit tour au foyer. « Oh, tu me mets une mousse, s'il te plaît ?» Ça a été mes premières expériences et j'ai identifié plus tard que c'était en fait mon premier manque puisque lorsque je suis arrivé au mess, un petit peu comme quand un cheval rentre à l'écurie. Donc au plus je me rapprochais de la bière, au plus je commençais à avoir de l'énergie pour pouvoir marcher alors que j'avais été tapé 20 km. Et lorsque je suis arrivé, là je me suis envoyé 4-5 bières très rapidement histoire d'apaiser cette douleur et comme par enchantement, la grippe a disparu. Mais pour l'instant, il n'est pas alcoolique, il est épicurien. Il aime les plaisirs de la vie, il est bon vivant, quoi. Quand son service s'achève, il fête ça par une cuite mémorable. Il sort de la caserne, il fonce vers un bar et il s'envoie d'affilée une 15aine de pastis, pour commencer. Et puis du vin, et puis de la bière. Et ça me bougeait, le Gonz. Et c'est vrai qu'il encaisse, jamais malade, à peine titubant, un rock. Depuis qu'il est rentré de l'armée, Lionel fait quelques heures de ci de là dans la boucherie de ses parents. Et le reste du temps, Paul, il a retrouvé Paul. Ils ont recommencé à boire les verres de l'amitié. Sauf qu'il a changé, Paul. Il a l'alcool de plus en plus mauvais. Quand il est bourré, il a son regard sombre comme ça, fixe. Il se met à parler tout seul, à maugréer, à râler dans son coin. Mélancolique et en même temps agressif. Lionel aussi a changé.
Le samedi soir, il sort en boîte avec Stella. Il boit, et pour la première fois, ça dérape. Un type a maté sa femme. Ouh là là! Il se lève, il lui met un gros coup de boule. Bim! Dans ce contexte, d'après vous, est-ce que son couple va durer? Non, bien sûr. Ils viennent d'avoir un petit bébé. Ça aurait pu être un tournant. Mais non. Il boit, il s'engueule. Il boit tout le temps, il s'engueule tout le temps. Alors un jour, Stella se fait la malle avec le bébé et Lionel boit pour se consoler. Et quand il va en boîte, c'est plus pareil. Avant, il passait la nuit à plastronner, à rigoler en faisant des grands gestes. Maintenant, il finit vautré sur la table gluante, la tête entre le seau à glaçons et les bouteilles vides. Et quand il ne sort pas, le soir à la maison, devant la télé, il s'envoie 3 boutanches de pinard, vous entendez, plus une quille de whisky. À Barjol, on le traite de pochetron. Pour vous dire, au repas de classe des anciens du collège, il n'est autorisé à venir qu'au dessert. Un pochetron qui fait honte à tout le monde. Il y a bien des amis qui essayent de le sortir de là. Vous vous souvenez d'Éric et Olivier, avec qui il buvait les pastis à la récré, au collège? Un jour, il se pointe chez lui, et Éric le plaque au mur. « Tu vois pas que tu fais la peine à tout le monde, Lionel? À tes parents? Tu penses à tes parents? Tu nous fais chier, Lionel, tu nous fais chier !» Et les parents, alors? Les parents, c'est leur fils. Ils sont compréhensifs. C'est la séparation avec Stella. C'est le bébé qu'il ne peut plus voir. Ça lui passera. Quelques dizaines de litres d'alcool plus tard, Lionel a 27 ans et il ne s'est pas arrangé. Et malgré tout, il rencontre une fille, Adèle. Le coup de foudre. Il joue franc jeu dès le début. Il le lui dit, je suis alcoolo. Elle le prend comme il est. Cool. Ils se marient. Oui, monsieur. Mieux que ça, ensemble, ils ouvrent une pizzeria. D'après vous, ça va marcher, la pizzeria? Les cubis de vin rouge à portée de main, il va les regarder combien de temps? Dès que sa femme a le dos tourné, il fonce vers la réserve, il attrape le cubi et il boit au goulot, comme un morte-soif. Vous pensez qu'elles sont bonnes, les pizzas, après? Il n'est même pas capable de noter une commande. Les clients se barrent en courant. C'est un fiasco. Ils sont au bord de la faillite. Je l'ai complètement bu, ce restaurant, et ça a été vraiment la fin, ou plutôt le début de l'enfer, puisque là, l'alcool est à profusion. Je peux aller le chercher dans la cave. Je peux tromper tout le monde avec ça en prétendant que j'achète des bouteilles pour le resto, mais en fait, c'est pour moi. Et là, Lionel voit bien que tous les regards sont braqués sur lui. Plein de reproches. Sa femme, ses beaux-parents. Alors le dimanche, au repas de famille, il ne boit plus un verre. Un peu de vin, Lionel? Ah non, non merci, de l'eau s'il vous plaît. C'est touchant, tout le monde est content. Sauf qu'il triche, il a rempli le coffre de sa voiture de canettes de bière, et dès qu'il peut, il va s'en vider une. Il avait déjà fait le plein avant le repas, rassurez-vous. Et quand il va au ski avec beau-papa et belle-maman, il emmène ses provisions. On était partis à la montagne parce que son père avait un chalet là-bas. Et déjà, dans ma besace de skieur alpin, je partais toujours avec une ration suffisante de bière, histoire d'être sûr, quand on trosse les sièges, j'allais pas me retrouver sans ma précieuse bouteille. Et voilà comment Lionel est arrivé à faire croire à tout le monde qu'il n'était plus alcoolique. Les naïfs. Et le subterfuge marche comme ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Lionel dupe tout le monde. Personne ne s'aperçoit qu'il picole en cachette. Enfin, si,
Adèle s'aperçoit bien un jour qu'il tape dans la caisse de la pizzeria pour aller au bistrot. C'était un accident, il va se reprendre, promis. Et puis, Adèle tombe enceinte. Et là, tout le monde se dit, c'est ce qu'il lui faut, un deuxième enfant. Ça va lui ouvrir les yeux. Le jour de l'accouchement, il déboule à la maternité, saoul comme un cochon. « Oh, il est où mon fils? Je veux voir mon fils !» Il n'est même pas en état de porter le nourrisson dans ses bras. Alors avec tact, son beau-père lui dit « Lionel, t'es fatigué. Je pense qu'il faut que t'ailles te coucher, c'est mieux comme ça. Tu verras ton fils demain, quand tu seras en forme. » Et quelque temps plus tard, Adèle tombe sur l'une de ses planques, une de ses nombreuses planques de bibine. Et elle en a marre, elle aussi, et elle attrape son bébé, et elle claque la porte. Et de deux. Et Lionel doit retourner vivre chez papa-maman. Malheureux, bien sûr, malheureux de ne pas avoir su retenir Adèle, malheureux de ne plus voir son fils. Alors il accepte de se faire hospitaliser pour une cure de sevrage. Non pas qu'il veuille vraiment arrêter, mais disons pour rassurer les autres, pour donner le change, pour leur faire plaisir, pour montrer qu'il est plein de bonne volonté. Mais au bout d'une semaine de cure, le médecin est imprudent. « Écoutez, Lionel, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose de poursuivre ce traitement chez vous. » Chez lui. Il est ravi. Il rentre et c'est reparti comme en 40. Adèle ne fera pas marche arrière, c'est fini. Alors pourquoi se retenir, hein? Pourquoi? Une nuit, il rentre complètement rond chez ses parents. La tête penchée, les yeux qui regardent ses chaussures, il met 3 plombes à mettre la clé dans la serrure. Et surgit son frère David. « Mais putain, Lionel! Regarde-toi! Regarde-toi, Lionel! T'as vu ce que t'es devenu? Tu n'arrives même plus à ouvrir la porte! Tu te rends compte que tout le monde est malheureux? Pense à tes enfants, putain! Pense à tes parents! À nos parents! » Et le lendemain, son père lui dit « Lionel, faut que tu retournes à l'hôpital. C'est normal que tu rechutes. C'est comme à la cigarette. Faut plusieurs tentatives pour réussir. » Alors il fait sa valise et il retourne à l'hôpital. Mais une fois de plus, c'est surtout pour rassurer les autres. Lui... L'idée, elle est surtout pas d'arrêter, elle est de plutôt essayer d'être de nouveau bien entouré, que j'ai une femme qui enfin me corresponde, et de faire plaisir. Et il fait comme ça des allers-retours entre l'hôpital et la maison. Et un médecin un jour pose un diagnostic. « Écoutez Lionel, vous êtes ce qu'on appelle un dépressif suicidaire. » Ce qui veut dire en gros qu'il boit pour se suicider à petit feu, et devant tout le monde. Mais qu'est-ce que ça change? Il sort, il rentre chez papa-maman, et il se remet à écumer les bars. L'alcool m'était devenu aussi indispensable que l'air que je respire. M'en passer ne serait-ce que quelques minutes, c'était comme me retrouver en apnée. Un soir, il passe chez Adèle, il veut la reconquérir. Alors il sort le grand jeu, il a changé. Elle lui répond froidement. « Écoute Lionel, faut qu'on divorce. » Il n'a plus rien à perdre, puisqu'il a déjà tout perdu. Alors il poursuit sa descente aux enfers. Oui, aux enfers, parce que maintenant chez ses parents, son père l'a collé au grenier, sur un matelas troué, avec un seau pour ses besoins. On ne veut plus voir sa trogne. Chez ses parents, il n'y a plus une seule goutte d'alcool dans toute la maison. Ils ont fait le tour des bistrots de Barjol pour prévenir tout le monde. Ne lui servez plus à boire. Alors vous savez ce qu'il fait? Puisqu'il n'y a plus rien à picoler, ni à la maison, ni au village, il se met à boire de l'alcool à brûler. Le manque étant tellement fort, je vais commencer à titiller de l'alcool à brûler. Donc au départ, je fais que le sentir, puis je passe le pas. Et je vais commencer à m'alcooliser avec ça.
Et je vais m'alcooliser régulièrement avec ce truc-là. Quand je ne peux pas me payer et trouver de quoi apaiser cette pulsion de boire et cette dépendance-là extrêmement forte, je vais commencer de prendre ça. Alors je vais tenter divers goûts, puisque j'ai quand même essayé goût grenadine, goût menthe, j'ai essayé pas mal de trucs, mais en fait, il n'y a rien qui passe. Parti comme c'est parti, Lionel ne va pas vivre vieux. Sauf s'il a un déclic. Et en l'an 2000, Lionel a 30 ans, et à la fête de la musique de Barjol, il est bourré comme un coin. Et à la terrasse d'un bistrot, il se jette sur un groupe de musiciens, et il pique les baguettes du batteur. Et il se lance dans un solo, genre, qui fait saigner les oreilles. Il se croit drôle, mais quand il relève la tête, les gens le regardent, avec de la pitié. Il a été ridicule, il a honte. Parce qu'il est sous, ça c'est sûr, mais ça ne l'empêche pas de ressentir le regard des gens. Une fois, il décide de postuler pour faire serveur dans un restaurant. L'entretien avec la patronne se passe au téléphone. Lui, il est certain d'avoir fait bonne impression. Mais à la fin de l'entretien, la patronne lui dit « Je suis désolé, monsieur, on ne recrute pas les gens qui ont un problème avec l'alcool. » C'est dingue. Ça veut dire qu'au son de sa voix, elle a su qu'il était alcoolique. Et toutes ces petites humiliations, posées les unes à côté des autres, vont finir par générer un déclic. Il fait plusieurs cures à l'hôpital. Quand il ressort, il replonge, mais il n'y va plus seulement pour rassurer ses proches. Il y va pour lui. Et maintenant, il participe à un groupe de parole, genre Alcoolique Anonyme, et chacun témoigne devant les autres. C'est pas évident, hein. La plupart des types autour de lui ont la soixantaine, et lui, il a 30 ans. Au début, c'est dur de parler devant tous ces vieux, mais petit à petit, il se sent plus à l'aise. Et puis il a trouvé un soutien. Le docteur de son village, le docteur Nicolo, un médecin à l'ancienne, investi, dévoué, pas du tout spécialiste de l'alcoolisme, il n'y connaît que dalle, mais il l'écoute juste. À l'hôpital, on lui a prescrit un nouveau médicament, l'Espérane. C'est un médicament qui bloque l'assimilation de l'alcool par le corps. À la première gorgée, on est malade comme un chien. Entre nous, des fois, il ne le prend pas. Un soir, il rentre chez ses parents complètement pété. Il a vomi sur son t-shirt et il a la tête en sang. Et le lendemain matin, sa mère le réveille. Il est dans un état comateux. Et elle lui fourre le médicament dans la bouche de force, en lui écartant les mâchoires. « À partir de maintenant, tu m'entends ? Je vais te regarder chaque jour avaler ton médicament, Lionel. » Ce médicament, il est maintenant obligé de le prendre tous les matins. Je vais prendre ce médicament. Alors au début, je me le fais prescrire là aussi de manière inconsciente pour rassurer encore une fois mes parents qui croient que je suis sous Espéral. Mais je vais développer des stratégies où j'en garde une partie dans la bouche et vais recracher cette dite molécule. Et jusqu'au moment où ma mère s'aperçoit du subterfuge et me voit en train de dire continue à boire alors que ce médicament ne permet plus la consommation, elle va s'apercevoir qu'en fait je ne le bois pas mais je le crache. Et là, elle va prendre l'initiative de dire non seulement je vais te le mettre dans la bouche, mais je vais vérifier que tu l'as avalé. Et grâce à ce médicament, il ne peut plus boire. C'est déjà ça. Et il ne boira plus jamais. Il va mettre des années à se reconstruire, mais depuis ce matin-là où sa mère lui a fourgué le médicament dans la bouche, il n'a pas bu une goutte. Voilà donc pour cette histoire. Ça va, Lionel ? Ça va, oui, merci Christophe. Ça colle ? Ça colle bien, ça secoue un peu quand même. Hein. De le entendre comme ça à la radio, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez émouvant. Mais ça colle juste, juste. Et donc ça tient depuis 18 ans ? Et ça tient depuis 18 ans, oui, effectivement. Ça fait 18 ans que non seulement je ne consomme plus, mais en même temps je suis très heureux de ce que je fais et de ce que je suis devenu. Et à la limite, même... je dirais que je suis peut-être pas très fier d'avoir arrêté de boire parce que là je n'ai jamais fait que me sauver la vie. Hein. Je me suis occupé de ma propre peau et effectivement j'en ai aujourd'hui beaucoup de bénéfices, mais plutôt ce que j'en ai eu fait maintenant, c'est-à-dire aider, mettre au service des autres et prôner ce discours-là. Est-ce que c'est dur ?
de résister encore aujourd'hui, 18 ans après? Alors ça l'est plus du tout, mais il faut le voir aussi de cette façon-là, c'est-à-dire que souvent on me dit, quand je vais dans des baptêmes ou des mariages, on me dit, Lionel, est-ce que c'est pas trop dur de rester sans alcool, ou le Noël, le passer sans champagne? J'aime aussi souvent prendre la controverse en expliquant que est-ce qu'il n'est pas dur d'être de l'autre côté, c'est-à-dire que dans la mentalité des gens, on se voit tous comme étant dans un alcool festif, alors que quand on est dans la situation qui était la mienne, les deux champs étaient très compliqués. Arrêter c'était dur, mais continuer l'était tout autant, voire plus. Les gens ne vous voient pas à la radio, mais ceux qui vous suivent, par exemple, via Facebook ou qui vous suivent via le site europe1.fr en vidéo, voient votre tête. Oui. Vous avez une tête de bon vivant, encore. Merci, mais je continue à être un très très bon vivant, enfin tout au moins je l'espère. C'est-à-dire que vous avez une tête de type qui picole, qui boit un coup, pas qui picole tous les jours, mais vous avez une tête de type qu'on peut traîner au bistrot pour passer une bonne soirée. Mais on peut me traîner au bistrot, en boîte de nuit, au restaurant, et je pense être toujours de très bonne compagnie. Je n'ai absolument rien à voir aujourd'hui avec ce produit, et je ne suis pas du tout en train de blâmer, au contraire, les consommateurs d'alcool, mais voilà, j'ai une histoire avec qui me permet d'eux, et je suis resté, je pense, bon vivant, et j'ai retrouvé d'ailleurs le goût à la vie, et je suis là aussi pour prôner que la vie hors alcool est possible et que c'est une vraie vie. C'est une vraie vie. C'est ça qu'il a été peut-être compliqué à me mettre dans la tête et à me convaincre, c'est que la vie sans alcool était une vraie vie. Vous buvez quoi à la place maintenant? Je bois essentiellement de l'eau pétillante, une petite dédicace à ma femme d'ailleurs, puisqu'elle est toujours après moi par rapport à ce truc. Elle préférait que je boive de l'eau plate et du café, donc je suis pas trop attiré par autre chose. Rien de sucré? C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai bu des trucs, c'est jus de fruits sucrés, du coca, mais arrive au moment où là aussi je pense que... Parce que j'ai raconté avant-hier un chapitre de la vie d'Yves Saint-Laurent, et Saint-Laurent, quand on l'a sevré de l'alcool, il est devenu addict au Coca-Cola. Ah non, ça a pas été mon cas. Au sucre. Alors au sucre, j'en ai toujours plus ou moins mangé, mais là aussi je pense que j'ai encore des démons et des addictions qui peuvent me rester, mais disons que celle-ci, elle me désocialise pas. Elle me fait avoir un petit bidou, mais elle me désocialise pas. Alors du coup, c'est devenu votre métier que de lutter contre l'alcoolisme. Dans les entreprises, notamment, vous êtes consultant en addictologie. Vous avez passé un diplôme universitaire d'addictologie et vous faites le tour des entreprises, c'est ça? Exactement. Donc j'ai passé plusieurs diplômes. Le sujet m'a intéressé puisque dans mon histoire de vie, et ce que je raconte dans le deuxième temps, c'est que j'ai quitté mes métiers originels, donc de restauration, dans lesquels j'ai évolué pour partir dans le travail social. Vous n'avez jamais été bouché d'ailleurs? Ah si, je suis resté bouché pendant 14 ans, mais c'était pas vraiment le métier pour lequel j'avais les meilleures chaussures, on va dire. J'étais pas bien dans le personnage et dans ces baskets-là. Donc j'ai opté pour le travail social et notamment l'autisme, le handicap. Et très rapidement, en fait, j'ai été curieux et poussé encore une fois par mon épouse, ma troisième et épouse actuelle, Agnès. Donc j'ai opté pour voir un peu ce que je pouvais donner en termes de travailleur social spécialisé dans les addictions. Donc j'ai fait un diplôme universitaire effectivement, mais je me suis pas contenté de ça. Et aujourd'hui, quand je me définis, j'aime bien me définir comme étant un étudiant justement. Et je dois avoir une dizaine de diplômes, des diplômants ou certifiants. Et je continue à m'intéresser sous les divers aspects thérapeutiques. Donc j'étudie et j'essaye non pas de lutter contre l'alcoolisme, mais plutôt d'accompagner ceux qui en souffrent. Puisque arracher les vignes ou fermer les bars, c'est vraiment pas ce qui me caractérise. Je préfère être et m'assurer que des fois on n'est pas court de vie, il y a des gens qui ont des soucis et qui sachent éventuellement qu'on peut en sortir et qu'on peut se faire aider par des spécialistes. Tout le système, notamment des alcooliques anonymes, tout ce type d'associations, il y en a plein d'autres qui font ce travail-là en France et justement basé sur ça, c'est-à-dire ce sont d'anciens dépendants qui parlent aux dépendants actuels. Oui. Alors tout à fait. Alors je pense que les mouvements d'entraide, effectivement, et le vécu de l'individu est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant, voire vraiment porteur et générateur de motivation chez les gens, parce qu'on parle vrai. On appelle ça d'ailleurs, les experts en alcoolologie appellent ça les patients experts. Maintenant, j'aime bien moi le coupler, et pour avoir travaillé longtemps dans le monde associatif, alors non pas de Alcooliques Anonymes, mais de Alcool Assistance, qui est une autre association sœur, je l'ai plus prôné en disant que le vécu sans théorie n'est rien. Donc en fait, il faut aussi adopter, je pense, quelques techniques et savoir de quoi on parle. On peut pas aider les gens en se contentant de raconter sa vie. C'est un peu d'ailleurs aussi ce que j'ai fait dans ce livre, c'est-à-dire que effectivement l'histoire est belle, l'histoire finit bien, comme le dit d'ailleurs mon fils Morgan. Papa, heureusement que je connais la fin du livre, parce que sans ça je crois que je l'aurais pas lu. Donc ça finit bien, mais en même temps ce qu'on doit voir à travers ce truc-là, c'est que on peut pas se contenter de ça. Il faut aussi que l'individu adopte et sache quelles sont les techniques, quelles sont les théories, comment ça fonctionne pour être aidant. Il faut à mon avis associer les deux. Mon vécu, quand je fais
de la formation ou des interventions, je pense, authentifie mon dialogue, puisque je couple le savoir théorique à des schémas imagés que je tire de mon histoire. Voilà. Avant que j'oublie, Christophe, je vais me permettre quand même de remercier l'écrivain, parce qu'il faut penser que ce livre... J'ai cité son nom, Vincent Disserio. Oui, donc voilà. je veux quand même le citer dans la mesure où il a bien su capter mon esprit. Et je sais que ça fera plaisir à sa maman d'entendre, mais c'est un personnage bien atypique, sans quoi ce livre n'aurait jamais eu lieu. Je voudrais qu'on en revienne, Lionel, à la première gorgée de bière, donc quand vous avez 13 ans. C'est une scène à laquelle on s'identifie parfaitement bien, parce que on a fait exactement la même chose, beaucoup d'entre nous. Vous volez des canettes de bière dans le frigo de vos parents et vous allez les boire en douce. Et puis arrive 15 ans et il y a ce pastis à la récréation au collège. Vous êtes en 3e. Et ce qui m'intéresse bien là-dedans, c'est, d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous plongez dans l'alcool, alors que Eric et Olivier, vos copains qui boivent le même pastis à la même récré au collège, sont au contraire ceux qui vont venir vous secouer plus tard. Pourquoi vous et pas eux? Pourquoi moi pas eux? Je pense aujourd'hui, et j'aime bien récupérer un schéma de Lionel Palomino qui nous dit en fait que tout simplement c'est l'histoire qui va faire ça. Donc le voyage que j'ai fait lors de cette première bière, qui a été pour moi fort agréable, m'a permis tout de suite de scotcher avec cet état-là. Et du coup, j'ai voulu le reproduire à plusieurs reprises, et eux ils l'ont utilisé dans d'autres circonstances, avec une autre histoire de vie, pas marquée par les mêmes émotions, et du coup, c'est qui a été déterminant. Après, on sait aussi qu'il y a une prédisposition. Moi, dans ma famille, on a un peu un genre de fragilité où mon grand-père était déjà alcoolique, oui, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Je pense que mon oncle avait quelques soucis avec le produit, donc c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre famille. Il y a cette fragilité à la base, un genre d'insécurité, comme le dit Rémi Bob, qui a préfacé mon livre, qui est un ami, qui est très juste, donc, mais qui est pas un traumatisme, juste une instabilité. Et puis moi, ça a été vraiment un coup de foudre, quoi, comme si on tombait amoureux. Vous êtes hypersensible, ça se voit au premier coup d'œil. Oui, vous êtes ce qu'on appelle un gros nounours. Je suis un gros nounours, je suis hypersensible, marqué sur les émotions, effectivement, c'est quelque chose qui me caractérise, même si quelquefois on a un peu peur de moi par rapport à mon look, mais par rapport à ce truc-là, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être un gentil. Je décris le look, tatouage, boucle d'oreille, et chapelet autour du cou. Et chapelet autour du cou. Et crâne rasé. Et crâne rasé. En fait, vous êtes garçon bouché. Vous n'êtes plus bouché, mais vous êtes garçon bouché. Je suis resté dans ce look-là, effectivement. Est-ce que c'est le produit qui vous aspire, ou est-ce que vous accrochez un problème sur le produit? Non, au départ, c'est juste le produit et le statut qu'il me donne, le bénéfice que j'en ai. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a appelé ce livre Tournée d'enfer, au-delà d'un hommage à Renaud que j'admire et d'ailleurs que j'aimerais bien un jour rencontrer, parce que je suis convaincu de pouvoir y apporter quelque chose. Il essaye d'en sortir, là. Et c'est pour ça que je suis assez convaincu de pouvoir y apporter quelque chose. J'aimerais beaucoup rencontrer, au-delà de l'homme que j'admire, j'aimerais beaucoup rencontrer cet homme-là. Dans un deuxième temps, c'était Tournée d'enfer, c'est-à-dire c'était un peu ambivalent. Au départ, Vincent avait pensé à une tournée d'enfer, et en même temps, c'était aussi quelque chose qui était ambivalent, parce que Tournée d'enfer, au début, elle est d'enfer, cette tournée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment d'enfer en termes d'émotion. Elle m'apporte tellement de choses. C'est tellement génial. Oui, quand vous dites d'enfer, c'est positif. C'est positif sur le départ. Et après, je vais en enfer. Mais sur le moment, cet enfer, on ne sait pas trop exactement où il est. Et je redis tout le temps, cet alcool, finalement, il est omniprésent. Il a été tantôt bien, tantôt mal. Et sur la fin, ça a été vraiment l'enfer, par contre, voir... Mais moi, je m'intéresse au diagnostic de ce médecin. Oui. Il vous dit, vous êtes un dépressif suicidaire. Oui. Donc, dépressif tout court, en vérité. Oui. La fin de la dépression étant le suicide. Oui. Vous étiez donc dépressif, hypersensible. Oui. Est-ce que l'alcool n'a pas permis d'accrocher une forme de névrose? Je pense pas. Alors pour le côté dépression... Ou est-ce que c'est l'alcool qui l'a provoqué? Alors j'aime à croire, moi quand même, aujourd'hui, par rapport à ce que je me fixe et ce que j'ai appris sur les diverses formations que j'ai pu faire, l'alcool est un dépresseur du système nerveux central. C'est-à-dire que si on parlait théoriquement, je n'ai jamais rencontré de personnes alcooliques qui ne soient pas dépressives. Ils sont forcément dépressifs puisqu'ils sont sous dépresseurs. Donc aujourd'hui, quand on entend qu'un alcoolique est dépressif, je sais pas ce qu'on veut dire, heureusement, il peut être que ça. C'est un peu comme si jamais on disait un diabétique sans sucre, quoi. C'est l'alcool qui vous rend dépressif. Dans le cadre où j'étais, c'est la relation que j'ai à l'alcool qui me rendait comme ça. D'où encore une fois des diagnostics médicaux ou des rencontres d'experts qui n'avaient d'expertise que leur propre vécu. Donc c'est totalement faux. Forcément, j'étais dépressif. Je tournais à des doses d'alcool qui ne pouvaient me rendre que là. Et lorsque j'ai arrêté de picoler, c'est bizarre, mais la dépression, s'est arrêtée là. Donc on est bien dans quelque chose où il faut se méfier des diagnostics hâtifs, étant donné que ce type d'addiction provoque forcément de la dépression. Parce qu'on dit toujours, il boit parce qu'il a un problème.
En fait, il a un problème parce qu'il boit. Ça, c'est souvent le cas. Malheureusement, dans ce pays, alors je vais citer le professeur Radès, puisque moi je suis pas médecin, il faut faire très attention de pas trop secouer les égos, mais le professeur Radès nous dit clairement que 80% des populations françaises s'arrêteraient d'être dépressifs en posant le verre. On a un gros problème de consommation d'alcool dans ce pays, sauf que là encore, on est sous l'omerta et on est sur quelque chose qu'il faut se cacher. Le diagnostic n'est pas bon, c'est tout. Il faut se poser une question avant de dire on est dépressif, de regarder quelle relation on a avec ce type de produit. Donc votre voisin, que vous avez appelé Paul, mais qui s'appelle pas Paul, oui. Vous avez changé tous les prénoms, hein, oui. y compris ceux de vos épouses dans votre récit. Oui. Il vous a fait plonger. Alors, il faut pas le dire comme ça non plus, parce que... Il y a contribué. Et c'est pas lui qui a contribué, c'est ce que j'ai mis en lui. D'ailleurs, particulièrement, vous l'avez cité comme étant ivrogne, je sais pas si Bernard, ça reste un ami, et il est encore aujourd'hui mon ami. Il continue à rester mon ami. Et il boit toujours. Il peut y arriver, je pense, d'avoir des consommations. Je le vois nettement moins. Je pense qu'il a toujours des consommations. Mais c'est pas Bernard, c'est pas Paul en tant que Paul. Dont on connaît le prénom maintenant. C'est la relation, c'est moi ce que j'y mets dedans. Il est pas fautif dans ce qu'il y a, dans ce qui m'est arrivé. Je suis seul responsable de ça. C'est moi qui ai mis le curseur, c'est moi qui l'ai investi. Je me suis absolument régalé avec ce gars et je me régale encore avec ce gars. Sauf qu'à un moment, moi, ce que j'ai mis dedans, c'était trop pour moi et puis j'ai basculé du mauvais côté. D'ailleurs, vous avez basculé et pas lui. Il n'est jamais vraiment devenu alcoolique. Comme quoi, c'est bel et bien lié à l'histoire, comme mes potes, Eric, Olivier ou d'autres. Il y en a qui ont basculé, peut-être aussi là-dedans, et qui basculeront encore. C'est l'histoire. C'est vraiment cette relation qu'on entretient avec qui va poser un souci, et il faut pas aller chercher des traumas, il faut pas aller chercher des histoires de vie cassées. Toutes les bonnes raisons. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rencontré de personnes qui ont des addictions qui n'ont pas de bonnes raisons d'en avoir. Hein. Donc les bonnes raisons, elles seront toujours là. Ce qui m'intéressera plus, c'est de savoir comment ils peuvent troquer ces bonnes raisons et trouver autre chose, un autre chemin, un autre possible, comme j'ai pu moi le faire. Vos parents, oui. J'ai l'impression qu'ils ont joué un rôle vraiment important. On les sent très aimants, oui. Et donc assez. Ils vous pardonnent beaucoup de choses. Et ils vous lâchent pas. 90% des parents vous auraient foutu dehors à coup de pied au pied. Un coup de pied au cul, pardon. Alors, ils ont eu aussi ce comportement-là. Ah oui, ce comportement-là de me mettre dehors, mais en fait, quand je l'ai su que plus tard, en fait, c'est stratégique. C'est-à-dire, quand ils me mettaient dehors, ils savaient aussi où j'étais. Donc, en gros, ils jouaient avec moi en disant, on va le mettre dehors, lui faire croire qu'il est seul, en sachant que quand on va pouvoir le récupérer, on saura exactement où il est. Donc, ils ont été très fins. Maintenant, je pense qu'ils ont été patients. Alors, ils sont parents. Alors, est-ce qu'un parent lâche son gosse? Ben oui, il y en a qui. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, effectivement. Eux, ils n'ont pas eu cette façon de faire. Parce qu'il y avait cette culture dans leur famille, peut-être, de l'alcoolisme. Alors, il y a cette culture déjà, et les comparaisons, elles ont été faites. Maintenant, je ne suis pas mon grand-père, hein, je suis Lionel. Donc, forcément, l'histoire de mon grand-père n'est pas la mienne. Il y avait une fragilité, mais souvent, j'ai été comparé comme j'ai été comparé à mon parrain, comme j'ai été comparé à beaucoup. Alors qu'en fait, j'étais comparable qu'à moi-même. Mais mes parents, effectivement, ils sont déterminants, comme mon frère David ou mon frère Aurélien, qui par leurs actions, l'un très aidant, l'autre qui, à un moment, l'ayant volé quand même une partie de sa jeunesse, a préféré me tourner le dos, ce qui était tout à fait légitime de sa part. Parce qu'on ne parlait que de vous. Et j'étais un peu devenu le point central, et je sais avoir énormément fait souffrir les miens. Je pense que j'ai même fait souffrir mes ex-femmes dont je parle. Elles ont eu à prendre des décisions par rapport à cette situation qui a emmené, on va dire, dans le sillage qui était le mien, dans mon histoire. Je suis pas parti tout seul dans ce voyage-là. J'ai fusillé mon père pendant longtemps, qui a eu beaucoup de mal à vivre cette situation. Ma mère qui a gardé de l'énergie, mais qui a mis aussi beaucoup d'elle. Mon frère qui a joué aussi un rôle très important. Mes deux frères. Donc chacun y a essayé d'y aller de la sienne, mais sans vraiment savoir à quoi ils avaient affaire. C'était un fléau, et on n'avait pas vraiment de gens qui nous expliquent. Et j'ai tendance un peu à dire d'ailleurs aujourd'hui, dans le métier qui est le mien et dans tout l'investissement que j'y mets, que je suis un peu devenu ce qui m'a manqué. Il y a sur Twitter, Marie-Josée dit l'alcool détruit les couples et les familles. Vous êtes d'accord avec ça? Vous comprenez vos deux femmes qui sont parties. Bien sûr qu'aujourd'hui, quand je le vois avec ma façon, je ne peux que valider l'idée qu'elle soit partie et que la vie avec moi n'était pas possible. C'est effectif. Mais je reviens surtout, oui, ça détruit tout ce qui est autour de nous. C'est ça le problème. On part pas tout seul dans ce type de voyage, on emmène tout le monde. Hein. Lionel, il faut qu'on parle de ce médicament, parce que je me doute de ce que les gens ont pensé. Est-ce qu'un médicament peut tout résoudre? Est-ce que, en 2 secondes, mon mari qui picole, s'il prend de l'Espéral, ça va s'arrêter et son problème sera réglé? Alors effectivement, Christophe, il faut bien y revenir parce que je me l'étais noté, en aucun cas. Donc il n'y a aucune médication pour l'alcoolisme. Même si jamais la pharmaceutique et les médecins aujourd'hui ont trouvé d'autres molécules, l'Espéral est une molécule certes qui m'a aidé moi, mais qui n'est en aucun cas thérapeutique. Aujourd'hui, moi, dans ce que j'ai pu apprendre, c'est que seul
Une psychothérapie peut faire. Le médicament peut aider, la médecine peut aider lors du sevrage, tout un tas de trucs, mais on n'a pas vraiment de réponse médicale. C'est-à-dire que c'est une maladie un peu singulière, comme nous le disait Fouquet, puisqu'elle nécessite l'implication totale du malade. Seul lui va pouvoir trouver un autre chemin. C'est-à-dire, j'aime bien prôner ce coup de troquer son addiction contre des expériences émotionnelles correctrices. En gros, souvent, ce que je dis, c'est que ces hommes-là, comme j'ai été, sont des hommes qui sont pleins. On dit d'eux qu'ils sont pleins. Oui. Donc, d'un coup, il va falloir qu'ils arrêtent l'alcool. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils sont? Vides. Que va-t-il falloir qu'ils fassent? Va-t-il falloir qu'ils se remplissent? Et de quoi est-ce qu'on se remplit, alors, je me suis rempli, moi, de plein de choses différentes. L'amour de mes gosses, l'attention que j'ai pu leur mettre, la guitare, la lecture. Chacun a son chemin. D'où le fait que je reviens sur l'idée que, dans l'approche que je me fais de l'addiction, mais aussi de toute autre pathologie ou autre malaise de vie, c'est l'individu qui doit arriver à se sentir responsable de ça et à trouver son orientation. Parce que chacun de nous sait ce qui est bon pour lui. Et seul lui le sait. Donc d'où la domaine expertise dans la relation en addiction. Pour moi, ce n'est pas la bonne. Il s'agit d'une collaboration. C'est le malade qui doit trouver ce en quoi il va pouvoir se réinvestir et ce en quoi il va quitter cet habit-là, donc de personne alcoolique ou sous addiction, pour pouvoir trouver autre chose. Et ça, lui seul sait ce qu'il va aimer. Et il va falloir qu'il s'occupe de plusieurs champs, pas que de son corps. Malheureusement, la réponse souvent à la pathologie en France, c'est faire en sorte que le corps aille mieux. Mais on oublie que le psychologique aille mieux, que le social aille mieux, que nos relations avec les autres aillent mieux, que notre environnement aille mieux, que notre éthique aille mieux. Donc il va falloir aller travailler sur plusieurs champs. Et pour moi, quand on sort de l'addiction, c'est recouvrer la totalité des champs, et pas qu'un seul. C'est pas quand j'ai arrêté de boire que je suis allé mieux, Christophe. C'est quand, enfin, j'ai été dans mes baskets et que j'étais convaincu que tous les champs étaient de nouveau bien remplis. Qu'on comprenne bien, c'est l'alcool qui vous avait vidé de tout ça, oui, ou vous étiez vide de tout ça et vous aviez bu? Non, je pense que j'étais déjà rempli de plein de choses. Je suis rentré dans l'addiction parfaite, par bon vivant, par épicurien. Je redis, j'ai une belle complicité avec cet alcool qui m'a apporté aussi du très très bon, c'est-à-dire avec les troisième mi-temps du foot, justement toujours à Barjol dans cette cité ouvrière, j'ai des souvenirs avec cet alcool qui sont merveilleux. C'est que justement dans ce voyage-là, et c'est un peu aussi l'une des thématiques du livre, ce message de prévention, c'est qu'attention, cette relation-là qui au départ est très plaisante et très très, on va dire, intégrée dans la société française, peut se transporter en cauchemar. En gros, on pourrait dire que j'ai commencé mon voyage dans l'addiction par une croisière, et j'en ai fini par un naufrage. Mais la croisière, je l'ai pas oubliée, elle reste quelque chose de très agréable. La part là-dedans culturelle. Vous racontez extrêmement bien que le pastis, par exemple, qui a été un des premiers points d'accrochage de votre alcoolisme, vous était en quelque sorte suggéré par la culture du Sud. Et complètement, c'est-à-dire que chez nous, boire le Ricard, c'était quelque chose d'extrêmement bien perçu. Il y avait cette identité sudiste qui me tient encore au basque aujourd'hui, parce que j'aime à croire que la France est riche de ses départements et de ses régions et que c'est quelque chose qu'on doit garder. Donc je fais passer un petit message aussi. L'identité départementale est pour moi quelque chose de fondamental dans notre pays. Vous êtes Varois, et je respecte totalement les Bretons, que les nordistes, c'est-à-dire que, et j'aimerais d'ailleurs que les élus l'entendent, ce qui est beau dans ce pays, c'est cette multiplicité de départements et de cultures. Parce que c'est la culture du Sud qui vous encourage à boire d'une certaine manière, le ricassou. Oui. Qu'on boit au comptoir et qui est festive, qui est convivial, etc. Mais la vérité, c'est qu'on boit aussi à Besançon, qu'on boit aussi à Nevers, qu'on boit aussi dans la Manche, et ainsi de suite. Exactement, et chacun va y aller en fonction de là où il est né, de sa petite histoire. C'est-à-dire que les ch'tis et la bière, il y a la drogue, il y a l'alcool plutôt et la bière. Les Bretons vont aller dans la pole position, vous allez avoir les mecs des Châteauroux qui vont vendre tel et tel produit. Et donc, à ce moment-là, chacun y va de sa petite histoire. En tous les cas, on voit bien qu'il y a un alcool identifié sur chaque département et qu'on a tous effectivement une histoire commune avec ce produit-là. La France est un produit qui s'alcoolise et qui est de culture alcoolique depuis d'ailleurs des siècles. Et je continue à prôner l'idée qu'on doit le rester, puisque c'est notre patrimoine, le vin et tout ce qu'on va avec. Maintenant, j'ai tendance aussi à dire que c'est pas parce qu'on travaille chez Ferrero qu'il faut bouffer du couscous tous les jours. Donc, Ferrero, c'est le chocolat. Ouais, mais ça peut être aussi le couscous. Garbi, c'est le couscous. Exactement. Donc, l'idée, c'est arrêter de toujours taper sur le produit. Le produit, certes, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il vaut, mais on peut avoir une consommation modérée. Donc, l'idée, c'est de vraiment essayer de prôner, de mettre ce problème-là un peu sur la table. On dit que c'est une priorité d'État, c'est pas le cas. Dans la réalité et de terrain, c'est pas comme ça qu'on le perçoit. C'est quelque chose d'extrêmement meurtrier et on n'a pas vraiment de réponse dans les départements. On se voile la face. On se voile la face comme
comme sur beaucoup de choses, mais notamment sur les addictions, le pays français, je pense, a beaucoup de choses à faire. Comment ça s'est passé avec vos enfants ? Ils sont porteurs de votre histoire, évidemment. Vous ne les avez pas beaucoup vus petits. Oui. Vous vous êtes rattrapé, vous nous avez dit ça tout à l'heure, un peu plus vieux, quand vous êtes sorti de l'alcool, vous avez renoué avec eux, et aujourd'hui ils ont une place centrale dans votre vie. Ils picolent ? Oui, tous les deux, et loin de moi l'idée de les empêcher de faire ça, mais je suis toujours très vigilant par rapport à ce qu'ils ont à faire, très regardant sur la manière dont ils utilisent ces produits, très proche d'eux par rapport à ce truc, et bon, ils m'entendent pas toujours parce qu'encore une fois, nul n'est prophète en son pays, mais je pense qu'ils retirent quand même quelques trucs et je leur éviterai peut-être un voyage négatif par rapport à ce truc. C'est-à-dire que picoler festif, ça passe. Oui. En fait, c'est à ça qu'il faut s'arrêter. Complètement. Picoler festif. Les fameux mariages, communions et fêtes, matchs de foot, etc. Du moment où cet alcool ne se transforme pas en défaite, on a vu combien de mariages ou de baptêmes qui étaient au départ partis sur de la chaleur humaine se transformer en baston. Donc on voit bien aussi tout ce que ça peut générer comme comportement fou qui arrive à disloquer les familles, les relations et tout ça. Donc il faut être très vigilant quand on utilise ce produit-là. Voilà ce que moi je pense aujourd'hui. C'est pas ne pas l'utiliser, c'est l'utiliser à bon escient, savoir à quoi il nous sert et éventuellement se prévenir de ces conséquences-là. D'ailleurs, souvent, ce que je dis, c'est qu'on ne prévient pas des consommations, on prévient de la conséquence. J'ai jamais eu de gens qui ont des problèmes avec l'alcool, hein. Ce qu'ils ont, c'est des problèmes avec les conséquences de l'alcool. Si jamais il n'y avait pas de conséquences de cet alcool, personne n'aurait de problème. Donc, c'est tout ce qui va induire, qui va poser souci. Merci Lionel. Merci Lionel Barra d'avoir passé ce milieu d'après-midi avec nous. Votre livre s'appelle Tournée d'enfer. Il doit pas être facile à trouver parce que votre éditeur est tout petit. Il s'appelle Au Pays Rêvé, l'éditeur. Vous l'avez écrit avec Vincent Disserio, mais grâce à Internet, on peut retrouver des tas de choses partout. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.